Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire exclusif organisé par French Morning, le média digital de référence pour les expatriés francophones aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui passionne bon nombre d'entre vous, l'achat d'un bien immobilier à Los Angeles. La ville des anges offre de nombreuses opportunités pour les expatriés. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter celui qu'on ne présente plus. Bonjour Marc. Bonjour Francky, merci de ta présentation. Marc Notre Delonville. invité expert, agent immobilier respecté, ayant une solide expérience du marché immobilier à Los Angeles, Marco va partager avec vous ses connaissances approfondies du marché ainsi que des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans le processus d'achat, depuis la recherche du quartier idéal jusqu'à la signature du contrat. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder des sujets clés tels que les tendances du marché immobilier à Los Angeles, les quartiers les plus prisés par les expatriés francophones, les défis spécifiques liés à l'achat d'un bien immobilier en général aux États-Unis, en particulier à Los Angeles, les stratégies de négociation pour obtenir le meilleur prix possible. Que vous soyez un expatrié fraîchement arrivé, un résident de longue date à la recherche de nouvelles opportunités immobilières ou simplement curieux d'en savoir plus sur le marché immobilier à Los Angeles, ce webinaire est fait pour vous. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions tout au long de cette émission. Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager le lien pour permettre à votre network de nous rejoindre, sachant que par définition, les bons tuyaux, ça se partage. Bonjour Marco, encore une fois, ravi que nous soyons ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de te connaître, peux-tu te présenter sous ton meilleur profil? Bon, on va essayer. Merci encore Francky de ton introduction. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, vous voyez déjà sur mon écran que c'est Marc Delonville, mais il m'appelle Marco. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, tout le monde m'appelle Marco. J'ai été rebaptisé. Je crois qu'ils n'arrivent pas à dire le Marc comme ça se fait en français, parce qu'ici, c'est Mark. Donc, on m'appelle Marco. Voilà. Tu veux, je garde le haut ou tu veux qu'on le mette de côté? Tu sais quoi, j'ai un problème de personnalité disorder, ça doit être ça. Non, je rigole. Donc, c'est Marco, c'est pareil. Moving on. Marcus. Allons-y, Marcus. Alors, Marcus, c'est ça, Diplodocus. Donc, je suis un petit historique sur moi. Je suis à Los Angeles depuis 38 ans. Je suis venu ici il y a 38 ans pour 2 semaines et je suis jamais rentré en France. C'était le milieu de l'hiver. Le temps que vous voyez derrière moi sur mon écran, c'était ça, le blue sky. Je me suis retrouvé chez des amis à Malibu, en bord de mer, et c'était vraiment une découverte de la Californie et j'ai refait ma vie ici. Voilà, donc fast forward, des années plus tard, j'ai fait une carrière dans la mode en tant qu'importateur, distributeur. Ensuite, j'ai été fabricant pour avoir ma propre marque et ça marchait pendant un long moment jusqu'au jour où ça marchait moins bien. J'ai dû changer de carrière et je suis devenu agent immobilier. Ça a fait presque 8 ans. Et j'ai vraiment trouvé une passion. J'adore ce que je fais. C'est un métier qui me complimente énormément parce que c'est un métier de service et j'adore aider les gens. Donc, au début, on aide les gens, voilà. On a des capacités. J'ai toujours eu des business. Je sais que c'est d'être un businessman. Les agents immobiliers ici, on travaille pour nous. On travaille sous une marque. On doit accrocher notre licence sous une marque. Alors, il y a des telles marques, Coldwell Banker, Keller Williams, Christie's, Sotheby's, qui est ma marque, etc. Mais c'est nous qui faisons notre propre emploi du temps et tout ça. Donc, nous avons le support de notre marque à travers notre propre business. Et à la fin de la journée, c'est un métier qui permet de vendre des produits quand même très intéressants aussi. Chaque deal est différent. C'est toujours un challenge. Donc, voilà. Ce que vous voyez d'ailleurs, le background que j'ai mis sur mon Zoom, c'est une maison que j'ai vendue il y a quelques mois. C'est une énorme maison qui était dans les collines presque Hollywood, au-dessus de Sunset Boulevard. C'est un endroit qui s'appelle Sunset Plaza. Et là, on voit mal la vue parce que je la bouche et tout, mais de ma gauche à droite, ça va de Dodger Stadium, qui est le downtown de la ville, et jusqu'à Santa Monica, la mer. Là, c'est un peu brouillard ce jour-là. Je crois connaître le prix de cette propriété. On peut le dire parce que c'est assez impressionnant quand même. On peut le dire. 15 millions de dollars, c'est le prix de ce bien qui a été vendu il y a peu de temps.
C'était le prix de vente, mais on l'a vendu un petit peu moins cher à une famille, d'ailleurs, qui venait de Singapour. C'était un deal qui était ce qu'on appelle un cash deal. On va parler de ça justement, comment les offres sont faites et entre les financements et les cash. Là, dans ce cas-ci, c'était un cash deal. Voilà, Je des voudrais gens. juste avant que tu poursuives, Marco, dire à nos spectateurs que restez avec nous si vous n'avez pas 15 millions de dollars de budget pour votre achat immobilier. Restez avec nous parce qu'on va le voir tout au long de ce webinaire. Et il y a différents budgets, différentes possibilités de s'adapter au budget de chacun, en fait. Absolument. Moi, je suis dans toutes les gammes de prix. Ça va du studio à 300 000 $ jusqu'à justement ce genre de produit, si c'est pas plus. Donc, on fait de tout. C'est comme la Samaritaine. Voilà. Si c'est toujours en business. Mais on fait, Oui, voilà, des propriétés résidentielles, des propriétés de revenus, ce qu'on appelle des income properties ou à caractère locatif. Enfin, maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Si c'est OK avec toi, Francky, j'ai un petit allons-y. webinaire. Alors, hop, je share mon screen. Ça doit être ça. On share. Et voilà. OK. Bon. Je vais avoir un petit chat qui va venir dans un petit moment, ce qui montre que Los Angeles, c'est pas une plaine. Hein. On est entouré de montagnes. Là, ce que vous voyez, c'est les montagnes de San Bernardino. Le downtown de LA, qui d'ailleurs, si je faisais si je mettais ma caméra un peu plus en arrière, et fait 2 fois cette taille. Depuis que je suis arrivé, ça a doublé. L'Amérique, il ne faut pas oublier, c'est vraiment un pays qui bouge sans arrêt. Ce n'est pas comme à Paris où les immeubles ils sont là pour rester. Les constructions, il y en a très peu. Ici, on voit des grues partout. C'est constant. Et on a d'ailleurs un manque depuis que je suis dans ce métier. Je n'entends qu'une seule chose, c'est que nous n'avons pas assez de produits. Voilà, c'est le plus grand des problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, on y va. Alors, j'ai un petit peu mon bureau, donc je suis donc sous marque de nom juive. Je travaille donc pour Vista Sotheby's, qui est ce qu'on appelle un affilié. Sotheby's a un côté corporate, aussi un côté affilié, un peu comme des franchises, si vous voulez. Donc, Vista, c'était un broker qui avait une certaine taille et qui était ambitieux, qui a voulu s'agrandir. Et tous les petits points rouges que vous voyez sur la carte, ce sont tous nos bureaux, pardon. Et ça va donc de Manhattan Beach à ce qu'on appelle le South Bay, Redondo Beach, Hermosa Beach, Beach. On est plus de 275 agents et vous voyez le chiffre d'affaires qu'on a fait à nous tous en 2022, 2,6 milliards de dollars, c'est quand même pas mal, 1 million à la fois. C'est clair. Alors, je continue. Nos services, qu'est-ce que c'est qu'un agent immobilier? Alors déjà, avant de dire ce qu'est un agent immobilier, j'invite les personnes qui nous suivent à l'occasion, à l'issue de ce webinaire, à taper « Qu'est-ce que c'est un agent immobilier ?» dans le moteur de recherche de French Morning et vous allez voir le portrait robot, le portrait idéal d'un agent immobilier avec beaucoup de modestie parce que tu ne parles pas de toi, mais c'est un conseil que tu donnes en général aux lecteurs. Quelles sont les qualités principales à identifier quand on fait appel à un agent immobilier? Correct. Enfin donc, alors on y va. Nos services, merci Francky. Dans notre profession, on s'occupe donc des achats, des ventes et des locations. C'est très précis et c'est dans le résidentiel. Je ne fais pas de commercial. Si vous êtes sur ce webinaire et que vous avez besoin d'acheter un petit centre commercial, c'est une autre personnalité d'agent qui pourra vous aider. Dans les propriétés à revenus, j'ai mentionné ça, parce que pour l'investissement, on achète en général pour soi, mais aussi on achète parce qu'on veut placer son argent. On s'occupe donc encore une fois de trouver le produit. On fait des analyses, on est très fort pour ça. On fait aussi du développement. On fait ce qu'on appelle le flip. Le flip, c'est quoi? C'est une maison qui a besoin d'un bon coup de peinture. Et donc, qu'on achète à un bon prix, qu'on répare à un coût minimum. L'expression ici, c'est un peu lipstick on the pig. Et qu'on revend avec un profit. Voilà. Et nous faisons aussi de la gérance de propriété. Tac. Alors, ça, c'est important. Parce que par rapport à la France, déjà, pour être agent immobilier ici, c'est une qualification. On doit faire des études. On a 3 cours universitaires. On a une licence qui est remise en cause tous les 4 ans. Donc, c'est une formation continue. Et c'est important que je dise que on est toujours au centre de la transaction. Je sais qu'en France, on peut faire des deals, on peut aller voir son voisin, tiens, je vais t'acheter ta maison, on arrive à se débrouiller, on va voir le notaire ensemble, et voilà, tout s'arrange, c'est assez simple.
Ici, c'est compliqué. C'est un peu les avocats qui ont créé ça. Ce sont des documents énormes. Il y a beaucoup de technicalités. Donc, on est vraiment au centre et c'est très important. Donc, si vous pensez venir ici, vous trouvez un deal vous-même et tout ça, je ne vous le recommande pas parce que ça, c'est frôlé avec la catastrophe. Donc, très important que vous achetez ou que vous vendez, l'agent est vraiment indispensable. Et en Et règle générale, Marc, tu es au centre, finalement, c'est l'épicentre de la transaction, l'agent immobilier, et qui a différents partenaires comme ceux que l'on voit sur ce oui, oui, slide. donc voilà, c'est ça, on s'occupe, on est des concierges, vraiment, je suis l'homme à tout faire, si vous voulez, avec plein de chapeaux. Hein. Alors, cette liste, je vais vous en parler rapidement. Donc, numéro 1, le prêteur, le lender, c'est pour les gens qui ont besoin d'un financement, d'accord? On vous les trouve si vous n'en avez pas. Le notaire, on appelle ça ici, c'est l'escroc, donc c'est la plateforme unilatérale qui va gérer les deux parties de l'acheteur et du vendeur, qui va être sûr que tous les documents sont bien faits. C'est eux qui s'occupent de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Escroc avec un W hein, à la fin, je précise. Ouais, quand même, faut pas tromper. Donc, et encore une fois, je repars un petit peu en arrière. Tous ces partenaires sont qualifiés et ils ne sont pas tous égaux. C'est comme les agents, tous les agents ne sont pas égaux. Hein, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, il faut faire son boulot. Hein. C'est comme vous faites venir quelqu'un de votre maison pour faire un boulot. J'imagine, vous allez faire venir 2-3 personnes pour avoir une idée et les prix et tout ça. C'est pareil. Ça commence avec les agents. C'est un métier de confiance. Si vous ne faites pas confiance à un agent, ça va aller nulle part. Donc, il faut que vous fassiez confiance à cette personne. Le lender, il faut que ce soit une personne de qualité. Que ce soit une personne qui représente ce qu'on appelle, ce sont des brokers qui représentent des tas d'institutions financières, ou bien la banque, où vous allez directement, qui en général ont toujours les meilleurs taux. L'escroc, pareil, c'est comme c'est très technique, ça va être des gens qui sont très qualifiés. Ensuite, je rentre un peu dans le technique. Inspecteur technique, c'est quoi? C'est quand vous achetez une maison, vous faites toujours une inspection technique ici, ce qui permet d'ailleurs, quand vous êtes en contrat, de pouvoir renégocier au long du chemin des discounts, d'avoir certaines allocations financières ou de réparation de la part du vendeur. Donc ça, c'est l'agent qui est l'acheteur à ce moment-là, qui représente l'acheteur, s'occupe de tout ça. C'est lui qui va se battre pour vous pour faire baisser le prix. Et vice-versa, si je représente le vendeur, moi, je fais tout pour éviter que ça baisse. Donc, c'est pour ça qu'on est deux individus, un peu à faire le marchand de tapis, si vous voulez, mais d'une manière très technique. Petit détail, aux États-Unis, c'est le vendeur qui paye toujours la commission de l'agent. C'est négocié, c'est donc l'agent du vendeur qui va négocier une commission. Cette commission, ça partagé avec les deux parties. Voilà, donc vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez rien à payer. Alors, on insiste sur ce point pour ceux qui nous regardent d'en dehors des États-Unis, qui ne sont pas habitués à ce type de pratique. Finalement, l'agent immobilier que vous allez choisir, il ne coûte rien. C'est ça, il ne coûte rien. Absolument rien. Très important. Et avant de poursuivre ces différents corps de métier, Marc, c'est très difficile pour quelqu'un qui arrive, par exemple, à Los Angeles, d'avoir un carnet d'adresses avec un bon prêteur, un bon notaire, un bon inspecteur technique, un courtier en assurance. Donc, c'est pour ça que c'est très important que la première relation forte soit basée sur la confiance et la compétence avec l'agent immobilier, puisque lui, on va bénéficier finalement de son network à lui. C'est mon carnet d'adresses, exactement. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, il va y avoir des petits QR codes. Et j'en ai un qui s'appelle le guide de l'acheteur, justement, où je donne le nom de tous ces gens avec qui je travaille, en qui j'ai confiance, en qui j'ai des relations. Parfois, ça change. C'est comme tous les métiers du monde, hein. Mais ça vous donnera une bonne idée, justement, de ce que je fais, le boulot que je fais. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur tout le monde. Un courtier d'assurance, c'est important. Quand vous avez un prêt bancaire, c'est une entité qui doit être dans la transaction. Je vous présente avec ces gens-là. Décorateur, stager, ça, c'est pour le vendeur. C'est les gens. Ici, quand on vend un produit, c'est comme quand on va au bal. Hein, on va cravater, on y va impeccable. Donc, la maison, pour avoir le plus d'argent, on va toujours s'en occuper, on va tout réparer. On va là. Si plus personne n'habite dedans, on va mettre des meubles c'est ce qu'on appelle le staging. On sait aujourd'hui comment. Parfois, il y a des situations où, quand on a été séduit par le staging, on négocie parfois de récupérer la maison stagée.
Oui, décorer parfois, ses il y a quartiers, des gens tombent amoureux justement parce que ce sont des décorateurs, non, ce qu'on appelle des home designers, je n'oublie mon français, les intérieur décorateurs designers. intérieurs, Voilà. décorateurs d'intérieur, Décorateurs absolument. d'intérieur, exactement, qui font un super boulot. Donc, parfois, voilà, on fait des offres d'achat, on a un petit discount, voilà, tout le monde est content. Cœur de métier de toutes sortes, ben là, ça fait partie. Moi, j'ai toute une batterie de gens, de plombiers, de menuisiers, d'électriciens, de peinture, etc., donc, qui s'occupent des maisons, soit pour les mettre à la vente, soit quand on les achète, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on achète des produits, justement, il faut faire quelque chose dessus. Donc, moi, je peux vous communiquer tous ces gens-là. Avocat d'immigration, avocat international, expert comptable, etc. Tout ça, ça fait partie de ma panoplie. Voilà. Et on se rend compte qu'on dépasse le cadre traditionnel auquel le français est habitué. L'agent immobilier va au-delà du spectre ou du scope dont on a l'habitude en France. Ah Si bah, dans écoute, le complètement. Par cadre… exemple, la maison, Oui, là, je suis sur la piscine de cette maison donc, que j'ai vendue. Il fallait tout refaire et ils s'en occupaient pas. À une époque, j'avais peut-être 30 à 40 ouvriers par jour. Il y avait différents corps de métier. C'est une baraque énorme qui fait 10 000 square foot. Ça fait quoi 10 000 square foot, c'est quoi 3 000 mètres carrés 3 500 mètres carrés 500, non. Non, 10 000 square foot. Bon, enfin, quelqu'un doit faire le calcul. Vous excusez, Oui, mais on va le j'ai faire. oublié. Mais je crois que c'est plutôt 3 000, 3 500. Mais enfin, peu importe. Un truc énorme. Et donc, et c'était moi je me suis retrouvé coincé au milieu, m'occuper de tout le monde parce que le vendeur ne voulait pas s'en occuper. En général, les vendeurs sont un peu plus impliqués, mais ce n'était pas le cas. Donc, on est équipé pour faire ça. On est vraiment un métier d'homme avec plein de chapeaux. Quand je dis qu'on Euh, est centre de la transaction, on l'est vraiment. 10 Voilà. 000 square feet, ça fait, pour info, un peu plus de 900 mètres carrés, hein. C'est quand même C'est une 900 mètres carrés. OK. belle Donc, surface. Belle je surface. disais n'importe quoi. 3 000 mètres carrés, c'était n'importe quoi. OK. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Ouais, OK. donc, pour clôturer cette slide et avant de passer à la suivante, si lors d'une future transaction, un client, dans sa problématique, va devoir entamer une procédure en immigration, bah, l'avantage, c'est qu'il y a une mise en relation avec des avocats avec lesquels tu travailles depuis plusieurs années. Donc, c'est important de préciser que l'agent immobilier est au cœur, véritablement, toujours au centre Voilà. de la future transaction. Oui, oui, ça devient une relation très étroite, un peu comme un mariage. On va se Voilà. calmer. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu comment ça fonctionne ici. Ce que vous voyez là, ce sont des centres de recherche qu'on a sur l'Internet. Aux États-Unis, tout le monde partage l'information. Donc, quand il y a un produit qui est mis en vente, tout le monde peut le voir. Donc, le grand public, le public général, a tout à fait accès avec ça. Contrairement à les agences de quartier en France, où vous êtes obligé de rentrer dans l'agence pour discuter avec un agent pour voir, monsieur, qu'avez-vous à me proposer? Ou vous voyez des trucs en ligne, mais il n'y a pas d'adresse, vous ne savez pas vraiment trop où c'est. Mais au moins, c'est déjà un début. Mais ici, vous avez tout, c'est livre ouvert. Transparence. Oui, J'ai mis Zillow, que transparence. vous voyez au milieu. Zillow, ça représente, et c'était les premiers à bien comprendre ça. Une petite étape en arrière. MLS, que vous voyez, ça veut dire Multiple Listing System. C'est là où nous, les agents, on met l'information. Et les MLS, ce sont des entités qui sont partout. À Los Angeles, par exemple, il y en a 3. Voilà, et on communique entre nous. Zillow, ils ont compris qu'on faisait un petit boulot assez médiocre parce que nous, ces informations qu'on partageait tous, on avait du mal à présenter d'une manière efficace aux clients. Zillow est arrivé en tant que marketing, ils ont saisi les informations et ils ont fait un petit package que vous voyez maintenant, on voit tout très facilement. Alors ça paraît simple, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était le premier à faire ça. Maintenant, nous, on fait ça très bien. Le MLS, je vous envoie mes listings par MLS. Au début, j'envoyais un email, les gens me disaient mais quoi, ou je clique où, ils ne savaient même pas où était le link, c'était vraiment une horreur. Graphiquement, j'entends. Maintenant, c'est parfait, on est à l'équivalent des autres, mais Zillow, ils ont pris, je ne sais pas, 50% du marché. Donc, c'est formidable parce que tout le monde maintenant, sur son téléphone, sur son iPad, partout, tac, on garde un truc et ensuite on appelle l'agent. Voilà, MLS. Et on a la Alors ça, possibilité de choisir la région, les critères. On peut faire un premier choix déjà des propriétés qui peuvent nous intéresser. exactement, Ouais. exactement. Donc, moi, je dis toujours que mes acheteurs, ils sont des ceintures noires parce que, bon, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils connaissent, qu'ils comprennent le quartier, bon, il faut peut-être les aider au début, mais enfin, quelqu'un qui connaît un quartier et qui cherche, qui sait qu'il a un budget de temps, tout de suite, il va voir ce qu'il y a sur le marché, ce qu'il peut se permettre. Donc, c'est vachement simple. Et ensuite, nous, on rentre dans la photo.
Alors ça, j'ai fait une petite carte topographique parce que vous voyez On voit le géographiquement. relief. Hein? On voit le relief. Ouais. Est-ce que tu vois ma souris Oui, là? absolument. Qui Ah bon, tourne autour de d'accord. Los Angeles. Bon, donc, alors, tiens, dis donc, au début, je vous ai montré une photo, là, les neiges derrière Los Angeles. Cette année, on a eu un paquet de neige, c'était mais magnifique. Ah, si vous pouvez montrer mon petit photo-album des balades que je faisais dans les collines, parce qu'un truc qu'on fait beaucoup ici, c'est les hikes. Moi, mes bureaux sont dans le South Bay, mais j'habite à Santa Monica. Et vous voyez juste au-dessus, il y a plein de collines, c'est à 5 minutes de la maison. À 5 minutes, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre pays. Voilà, c'est ça. Avec toutes les pluies qu'on a eues, on a des cascades, on a des petites rivières dans ces collines. C'est magnifique. Il y a un truc, si vous pouvez faire sur Internet, regardez Super Bloom, Los Angeles, Super Bloom, Antelope Valley, Super Bloom, Californie. Et ça, c'est des trucs qui arrivent au printemps, une fois de temps en temps, où les montagnes sont couvertes de fleurs. C'est extraordinaire. Donc, Los Angeles, vous voyez, on a une énorme baie qui va de Malibu à Rancho Palos Verdes. Au-dessus de Hollywood, c'est ce qu'on appelle la vallée. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout les géographies. Et on m'avait proposé à l'époque de venir m'installer. C'était à Sherman Oaks, dans la vallée, ou Newport Beach. Et bon, j'ai vu que Newport, c'était trop loin, je ne connaissais pas. En fin de compte, c'est très sympa Newport. Mais je me suis retrouvé dans la vallée, qui n'était pas très pratique parce que tous les Français sont plutôt de l'autre côté. Ils sont côté de Hollywood, enfin à l'époque. Hollywood, Beverly Hills, ça se touche. Donc, tout ça, c'est des communautés voilà, qui attirent beaucoup de gens. Le jour où je me suis installé à Hollywood, j'avais le Hollywood Sign qui était juste derrière moi. Je me rappelle, quand je disais ça à mes copains, comment t'es sous le Hollywood Sign? C'est comme si je leur disais que j'étais à Versailles. Moi, je me souviens, Marc, la première fois que ma belle-mère est venue nous rendre visite il y a plusieurs années, elle avait passé un long moment, un beau séjour. Et puis, avant de partir, la veille de son départ, elle me dit alors, vraiment, la prochaine fois, s'il y a un endroit que j'aimerais visiter en Amérique, c'est Hollywood. Alors qu'elle venait de passer 6 semaines en plein cœur d'Hollywood. C'est magique, c'est magique. C'est magique. C'est magique. On peut signaler aussi bon, Santa Monica, à 2 heures de route, à 2 heures de route, on est sur des pistes de ski aussi. Ah oui, alors attendez, géographiquement, encore une fois, qu'est-ce que tu dis à 2 heures de route? À 1h30, tu peux faire du ski. Bon, c'est un petit ski, c'est une petite montagne, hein. Mais les plus belles montagnes, c'est quand même 4h30, il faut remonter vers le nord, un endroit qui s'appelle Mammoth. Mais quand même, c'est très pratique. À 1h30 de bagnole, on peut faire du ski. À 2 heures de voiture, on est dans un autre climat. Il y a une autre vallée. On ne la voit pas sur cette carte, mais un peu plus sur la droite. Et vous arrivez à un endroit qui s'appelle Palm Springs. Bon, on dit Palm Springs, mais c'est toute une communauté. Palm Springs, Palm Desert, Rancho Mirage, La Quinta. D'ailleurs, vous avez entendu parler de Coachella Festival. Ça a lieu à Indio. Absolument. Et ça, c'est 2 heures de voiture. Vous êtes en plein hiver ici, je ne sais pas, il fait 15 degrés, c'est un peu frisquet. Bon, vous allez là-bas, il fait 20, 25 degrés, c'est complètement différent. Donc, sans prendre un avion, vous avez un climat différent, ça, c'est extraordinaire. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous parle, je vais te dire, toi, fais-le toi. Regarde, je vais continuer de parler. Regarde sur ton app, au téléphone, la différence de température entre LA et Palm Springs aujourd'hui. En Celsius, s'il te plaît, parce que moi, je suis devenu Fahrenheit. OK. Donc, voilà, géographiquement, vous avez la mer, vous avez les montagnes, vous avez les hikes, vous avez donc un style de vie de outdoor qui est extraordinaire. Vous avez le ski, le désert. C'est vraiment géographiquement un endroit, moi, c'est pour ça que je suis tombé amoureux. Hein. Je ne suis jamais rentré en France pour cette raison. Alors, maintenant, pour entrer dans le… Il fait 17 degrés Celsius à Los Angeles et 24 degrés à Palm Springs. Voilà, la différence, c'est que 17, on a encore un petit chandail, comme vous voyez aujourd'hui. À 24, vous êtes en flip-flop, t-shirt et près de la piscine. J'ai fait mon point. Merci, Francky. Bon, pour vous parler un petit peu de différents quartiers, j'ai noté Santa Monica, Beverly Hills, Manhattan Beach, marché porteur d'opportunités. Pourquoi? On vient d'en parler, le style de vie, le bien vivre. Je parlais Super Bloom, le démographique. Les trucs importants, constante appréciation. J'ai une slide qui va vous parler un peu plus tard, justement, de l'appréciation sur la communauté de Manhattan Beach. On est en marché en expansion constante. Donc, j'ai mis le doigt tout à l'heure dessus. On n'a pas assez de produits à vendre. Un produit sain, pour que le vendeur et l'acheteur soient sur le même plateau,
c'est un marché ce qu'on appelle de 6 mois. C'est le temps qu'il faut pour vendre un produit. Et il y a des endroits où c'est 2 semaines. C'est-à-dire, on met un produit, ça se vend tout de suite. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous n'avez pas vendu votre maison dans les premières 2 semaines, c'est qu'il y a un problème. En général, il n'y en a que 2. Donc, vous ne vendez pas un produit pour 2 raisons. Le prix et vous ne pouvez pas montrer le produit. Voilà. Donc, à ce moment-là, on ajuste le prix et c'est parti. Alors, j'ai spontanément, même si on va prendre les questions plutôt en fin de webinaire, mais une question qui apparaît de Marc à l'instant, qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de produits, par définition, ça veut dire que c'est un marché où les biens donc, sont rares. Si les biens sont rares, les prix sont chers. Les prix restent élevés, exactement. Donc, les prix ne vont pas descendre. Enfin, c'est difficile de construire ici. Je veux dire, il y a des règles. Chaque communauté a des règles, tout ça. Donc, depuis des années, on dit il faut construire, il faut construire, mais ça met des années pour juste qu'un immeuble se mette. Moi, par exemple, j'ai vendu un terrain à un constructeur il y a 4 ans, il n'a toujours pas commencé. Et son idée, c'était de faire un petit immeuble, genre une 30aine d'appartements. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Mais je vais revenir un peu là-dessus, justement, sur des constructions qui s'appellent les ADU, mais ça, c'est autre chose, c'est un peu une sideline. Revenons sur nos communautés de Santa Monica, de Beverly Hills, de Manhattan Beach, donc le South Bay. Un système scolaire indépendant, super important. Le système scolaire ici, c'est de Los Angeles, c'est le plus gros de l'Amérique. C'est des milliards de dollars de budget. Mais ces communautés, par contre, ont leur propre système à eux. Donc, c'est géré, c'est un peu plus simple à gérer, c'est meilleur démographique. C'est une population, dans certains cas, qui peut se permettre d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, mais c'est des gens qui croient dans le système public, donc ils sont investis dedans. Moi, par exemple, ma fille, elle a été dans le système de Santa Monica. Ça s'appelle Malibu Santa Monica Unified. Et ce sont des super écoles. Mon expérience, donc on commence dans, je ne sais plus les mots français. Bon, ici c'est elementary, ensuite c'est middle school et c'est high school. Quand je suis arrivé au middle school, tu as 11 ans. Je me rappellerai toujours, ils font des journées ouvertes pour les parents. Et donc, tu suis le réseau horaire de ta fille, mais en 1h30, quoi. Tu vois, tu passes d'une classe à l'autre. Et je me rappelle la prof de maths qui est habillée en tailleur Chanel, pas mal élégante, la femme, qui nous explique qu'elle a eu son brevet du MIT, Massachusetts Institute of Technology, bah, dis donc bien éduqué, et qu'avec son mari, son petit hobby, c'était d'avoir un vignoble, elle faisait son propre vin. Je dis, si tous les profs sont comme ça, moi je m'en vais à l'école. Bon, c'était pas toujours comme ça, mais c'était assez impressionnant comment ces communautés se donnent beaucoup de mal pour vraiment que leur école soit très bien tenue. Et quand on a des écoles qui sont bien tenues, on a une population qui est bien tenue, on a une valorisation qu'on estime à peu près à 20% en plus que de l'autre côté, vous pouvez passer la rue, vous n'êtes plus dans ce système, ce sera 20% moins cher, littéralement. Donc, il ne faut pas oublier, même si vous dites, je m'en fous, mes enfants, ils ne vont pas aller à l'école. Au niveau de l'achat et de la vente, ça va garder plus de valeur, ça aura toujours plus de valeur. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Petite leur propre illustration, bon, j'en ai parlé un petit peu. Communauté internationale, bon, bah, Los Angeles, c'est international, hein, je veux dire, on est un melting pot. Je ne sais plus combien, la dernière fois, j'ai demandé au consulat combien il était de Français ici. On m'avait dit, je ne sais pas, 175 000. C'est quand même, c'est une petite ville. Hein? Je parlais un peu des avantages du taux d'échange euro-dollar. Est-ce qu'aujourd'hui, pour 91 euros, 0.91, vous avez $1, enfin, vous pouvez regarder vous-même, donc c'est plus paritaire, c'est en dessous, donc vous avez un avantage sensationnel pour transférer, ça vous fait quoi, 10% d'économie, dollar pour dollar, et un cadre fiscal avantageux, parce qu'ici aux États-Unis, c'est le paradis fiscal pour pouvoir, quand vous avez des propriétés d'investissement, pour faire des dépréciations, c'est vraiment ici, ça c'est encore notre sujet, je ne vais pas trop parler de ça, parce que c'est très précis. Mais rappelez-vous, cadre fiscal avantageux, et renseignez-vous un peu plus là-dessus. Paf, je passe. Manhattan Beach. Alors là, ça me fait plaisir parce que je me suis installé à Santa Monica il y a quelques années, mais avant, on habitait ici. Et dans Manhattan Beach, vous voyez cette petite, comment on appelle ça? Francky et moi, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une petite coupole. Non, mais c'est quoi? C'est un ponton, ça? Comment on appelle ça? Un ponton, oui, un ponton avec une petite coupole au bout. Voilà, donc on en a plusieurs le long de la côte. Il y en a à Manhattan Beach, Venice Beach, Hermosa Beach. Bien sûr, oui.
Mais voilà, ça donne de la caractère à une communauté. Ça, c'était un village d'ouvriers à une époque. Ensuite, c'est devenu un village d'ingénieurs, parce que toute l'industrie aérospatiale était à côté. Maintenant, tout le monde veut y être. Alors, c'est le village de l'argent qui ont l'argent, parce que ça coûte cher pour y être. Place to Et be. vous avez plusieurs sections de Manhattan Beach. On a ce qu'on appelle le Sun Section. C'est quand vous avez le vue de la mer, même si c'est une toute petite vue. De l'autre côté, une colline qui s'appelle le Tree Section, la section des arbres, parce que toutes les rues ont d'arbres, des arbres différents ont été plantés. Et ensuite, de l'autre côté, c'est East Manhattan Beach, avec un petit côté qui s'appelle le Hill Section, et je crois qu'on va voir dans une petite seconde. Ah, appréciation. Alors là, c'est vraiment important, parce que je crois qu'en France, ça n'existe pas, ça. Donc, j'ai pris un produit sur le marché de Manhattan Beach. On commence en 2008, juste avant la crise. Alors, le prix moyen des maisons, 1,6 million. OK. Et quand je dis 1,6 million, c'est ce qu'on appelle un prix moyen, c'est-à-dire qu'il y a la maison qui va coûter 20 millions, vous allez trouver un appartement qui va coûter 400 000, et on a toujours ça. Mais à l'époque, c'était donc 1,6 million, c'est le prix moyen. Le marché se casse la gueule, toute l'Amérique en prend plein sur la tête, on tombe de 30%, et vous voyez, pendant 2 ans, ça traîne. 2009, 2010, 2011, ça commence à bouger, on est à 1,4 million. Donc, il faut 4 ans pour revenir au même prix. 4 ans. Hein? Et là, j'ai besoin de parler, vous regardez les chiffres vous-même, j'ai rien à dire. Hein? Ça monte, ça monte, ça monte, il y a des petits hicks, il y a des petits bottoms, mais les communautés qui sont solides, le marché reste toujours solide. C'est ça le miracle. OK? Donc 2022, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui. C'est un petit peu baissé aujourd'hui, principalement parce qu'on a des taux d'intérêt qui ont augmenté. Les taux d'intérêt entre 2021 et 2022, on était dans les 3%, 2,5%, 3, 3,5%, ce qui est pour nous de l'argent gratis. Moi, je suis arrivé ici il y a 38 ans, je me souviens, il y avait des taux d'intérêt à 16, 17, 18%, je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était vraiment, puis le gros du métier, plus tard, c'était dans les 7, 8%. Donc, quand c'est tombé à ça, évidemment, le marché s'est enflammé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, comme les taux d'intérêt… Je ne peux pas confirmer tes chiffres, Marco. Je n'étais pas né il y a 38 ans. Oh, Francky. Pourtant, c'était resté. On était sur un ton aimable depuis le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, tu sais, quand je suis arrivé ici, j'avais des cheveux longs noirs et curly. Je ne sais pas ce qui s'est passé non plus. Alors, reste écoute-moi. un peu plus longtemps, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, on a un webinaire dans 3-4 mois. Je veux la photo de Marc avec les cheveux longs en ouverture du prochain webinaire. OK, attends, si tu veux, je vais en trouver une, je vais te la poster. Là, tu vas voir, c'est effrayant. Et avec les moustaches et tout, Zapata. Un autre homme. Alors, pour revenir là sur les chiffres et tout ça, donc, alors un petit cliché, les taux d'intérêt augmenté un petit peu, ça a mis un frein. Donc, les gens qui ont l'habitude, qui ont une maison, en général, les gens vendent pour 2 raisons. Soit ils doivent bouger, soit les enfants sont partis, ils ont un énorme baraque, ils en ont plus besoin, ou ils continuent d'avoir un peu plus d'enfants. Et bien, justement, c'est le dernier cas de scénario, par exemple, ils sont installés dans une baraque, ils ont ce qu'on appelle un two-bedroom. Alors ici, c'est intéressant, en fait. Quand vous cherchez une maison, il y a 2 critères qui sont indiqués. Le nombre de chambres et le nombre de salles de bain. Pour trouver, ça, c'est les trucs que vous voyez quand vous faites une recherche. Vous n'allez pas voir le nombre s'il y a 2 salons, s'il y a un salon formel, un salon d'amis, s'il y a un bureau. Ces pièces-là, vous allez les trouver dans les descriptions, mais jamais c'est indiqué. Alors qu'en France, si j'ai bien compris, on dit le nombre de pièces, mais c'est toutes pièces confuses. Absolument. Vous avez un 5 pièces, dedans il y a une cuisine, il y a une salle à manger, il y a une chambre, c'est ça, non? Je ne sais pas, en France, j'ai oublié, mais je ne pense pas qu'on compte la cuisine et la salle de bain. Mais par contre, ici, ça fonctionne. Alors, justement, quand on voit, par exemple, 3,5 salle de bain, c'est quoi le demi, en fait? Alors, ça veut dire qu'une salle de bain, pour que ce soit le numéro 1, c'est la salle de bain où il y a la douche, où il y a la baignoire. Okay, donc, tout est compris. Quand c'est demi, c'est juste la douche. Et quand c'est un quart, c'est juste un lavabo et des toilettes. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est… Donc, voilà, maintenant, vous avez la réponse. Quand vous regardez, si vous regardez sur Zillow, c'est ce que vous allez voir. Donc, revenons un petit peu à ce petit problème de blocage. Pourquoi on n'a toujours pas assez de produits? Donc, ces gens aujourd'hui, c'est encore pire aujourd'hui, parce que les gens qui voudraient vendre pour acheter un appartement, une maison avec une pièce en plus, parce qu'ils ont un môme en plus, ben, ils ont mis le frein en attendant que les taux d'intérêt baissent un petit peu, parce que financièrement, ça ne vaut pas le coup. Pour les gens qui font des transactions en cash, ce n'est pas un problème. Et c'est quand même 30% du business. Je vous donne un exemple. J'ai fait une offre sur une maison il y a 2 semaines, produit listé à 2 millions.
On a mis une offre à 2,2 millions. L'agent était une ancienne copine à moi. Très important aussi quand les agents se connaissent, que ça aide beaucoup les transactions. Alors, elle m'a révélé qu'elle avait reçu 37 offres. C'est un produit très spécial dans un endroit très prisé et qu'elle avait mis un prix un peu trop bas. 37 offres. Sur 37, il y en avait 4 qui étaient sous le prix demandé, donc 33 au-dessus du prix demandé. 21 étaient en cash. Les vendeurs, en général, aiment le cash, que c'est beaucoup plus simple. C'est ça qu'ils vont fermer. Parce que quand vous êtes en escroc avec un financement, beaucoup de choses peuvent se passer pour que ce financement n'arrive pas. Et en fin de compte, c'est une baraque qui est partie à 3,3 millions. Incroyable. Oui, elle avait mis vraiment, elle aurait dû la mettre à 2,7 millions, elle aurait eu beaucoup moins d'offres. Mais voilà, pour vous aider un peu comment ça marche. Je continue. Alors là, je vais vous montrer plein de visuels. Tiens, ça, c'est l'inverse. On a vu le ponton là d'un côté. Maintenant, vous êtes dans ce petit village de Manhattan Beach. Avec une ambiance dans cette rue, parce que depuis, il y a de plus en plus de restaurants. Oh, c'est super sympa. C'est vraiment une ville. Je n'ai que du bien à dire. Mais c'est aussi, bon, enfin, on va regarder les photos, parce que ça parle par elle-même. Tu vois, c'est un côté vacances. Elle est très caractéristique parce qu'on appelle ça, c'est Walk Street. Donc, une rue qui est derrière les maisons, c'est là où vous rentrez dans votre maison, ce sont les garages, ce qu'on appelle les allées, et devant, ce sont les Walk Street. Voilà. Et ça, c'est une baraque qui est dans la section du Hill Section. Alors, j'ai mis celle-là, elle est marrante parce qu'elle appartient à une Française. Elle était mariée à un des fondateurs de Yahoo. Voilà. Et dans le divorce, elle a gardé la baraque. Sympa. Alors ça, ce qu'on appelle le Strand, je crois que j'ai 2 photos du Strand. Ouais. Vous allez là le matin, tôt le matin. Alors là, tout le village de Manhattan Beach, ils sont là à faire du surf, à courir, à faire de la bicyclette, à jouer à les boules. Ce sont des endroits très sportifs, très sains. Ouais. Donc ça, c'est vachement unique quand vous êtes là en bord de mer comme ça. Maintenant, on passe à Santa Monica. Alors là, c'est le fameux pier. Le pier qui avait été construit, c'était 2 barons. Il y avait celui qui avait construit le pier et l'autre, c'était Abbot Kinney qui avait fondé Venise. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Et c'était mis d'accord. Moi, je vais faire. L'autre, c'était lui, il avait les rails. Et je vais faire venir le train jusqu'à Santa Monica et je vais construire le pier. Mais il faut que tu fasses autre chose. Et l'autre a créé une réplique de Venise. Ce qui est dommage, c'est que quand il est mort, les héritiers sont très mal débrouillés et la ville, pour créer des revenus, pour qu'on puisse construire plus de maisons, ils ont bouché la plupart des canaux. Donc, il en reste quelques-uns, mais ça n'a plus les caractères que ça avait. C'était vraiment l'identique de Venise. Donc, ça, c'est le boardwalk de Santa Monica. Donc, encore une fois, super sympathique pour faire la bicyclette et tout. Du vélo, du roller. Le vélo, c'est vraiment des belles plages. Ça, j'ai mis cet immeuble, il est marrant. Je suis sur la route qu'on appelle PCH. Et c'est à la hauteur de California, ça, à peu près, non? Voilà, ça, c'est à Santa Monica. Et j'ai mis ça parce que les 2 derniers étages que vous voyez, c'est le parking. Voilà, donc il y a des voitures. Ça, c'est les parkings dans une autre maison que j'ai mise. Mais c'est des voitures qui ont une plus belle vue que les appartements. Je reviens un petit peu en arrière. Donc là, voilà. Et derrière, ce que tu vois derrière l'immeuble, ici, c'est ce qu'on appelle Santa Monica Canyon. C'est là où j'avais mis l'offre. Santa Monica Canyon, c'est un endroit qui est très prisé parce qu'encore une fois, il y a une petite école qui est là et les gens se battent pour être dedans. Ça, c'est dingue. Et c'est une école de primaire. Hein. C'est pour les petits mômes qui commencent qui sont encore en kindergarten. Hein. Incroyable. Magnifique. Voilà, là, je crois que je suis à Hollywood, quelque chose comme ça. J'ai oublié où j'ai pris cette photo. Tiens, de nouveau le Santa Monica Canyon. Juste à côté, il y a un endroit qui s'appelle les Stairs. Il y a 189 marches, exactement. Il y a 2 sets. À vrai dire, il y en a un peu partout sur ce fameux canyon dont je vous parle. Et c'est là où tout le monde va faire des exercices. C'est là où je vais. Moi, j'y vais. C'est un petit cardio. Je monte, je descends une dizaine de fois. Ça me prend une petite demi-heure. Et voilà, je me sens en forme. Maison typique de Santa Monica, on appelle ça les craftsmen. Moi, j'adore ce look. J'en avais une à une époque, comme ça. Malheureusement, c'est mon ex qui l'a gardée. C'était dans un autre quartier, mais ça, c'est typique de Los Angeles. Ça, c'est une maison, un architecte très connu ici qui s'appelle Frank Gehry. C'est sa maison sur Adelaide, qui est une rue qui est juste au-dessus de Santa Monica Canyon. Je crois que j'ai quelque chose avec Santa Monica Canyon. Je vois beaucoup de photos de là. Donc, très intéressant. Vous voyez, sans arrêt, les gens passent devant pour l'admirer, parce que, comme vous voyez, elle est quand même très spéciale. Et j'ai comme l'impression qu'il doit y avoir pas mal de fuites avec tous ces trucs-là, tous ces joints. Ouais, elle est magnifique. Alors, c'est un but typique de Los Angeles.
C'est magnifique. Et tout à l'heure, tu mentionnais, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir, quand on traverse comme ça plusieurs rues parallèles, on observe que les arbres sont différents d'une rue à l'autre. Et très souvent, on peut, moi, tu me montres une rue à l'arbre, souvent, je peux te dire dans quelle rue on est, quoi. Exactement, exactement. Très typique, très typique. Enfin, ça va, les palmiers, Là, on les voit on partout. pourrait être à Palm Street sur la Voilà, Palm précédente. Street. Venise, c'est un des petits canaux qui reste. Il en reste 5 comme ça. Donc, encore une petite communauté très exclusive qui habite sur les canaux. Ils ont leur petite barcasse, donc vachement sympa. Ça, je suis à Venise et je suis aussi sur ce qu'on appelle les Walk Street. Ça, c'est une maison que j'ai vendue il y a quelques années qui appartenait à des Français. C'était au début du Covid. Ils ne pouvaient plus revenir, donc j'ai décidé de la vendre et que j'ai vendue à d'autres Français. C'était vraiment une coïncidence. Et qui, depuis, l'ont revendue parce qu'ils ont décidé de s'installer à Hawaï. Chacun son truc. Et ça, Ouais. c'est une maison de 1907. Tu vois qu'il y a beaucoup de caractère. Et de l'autre côté, c'est la plage. Hein. Je suis à 100 mètres de la plage, là, même pas. Franck Gehry, encore, c'est sur Venise, typique. À une époque, Venise avait un mémorandum. Quand vous faisiez des développements commerciaux, vous étiez obligé de faire une sorte de sculpture sur le devant. Donc, ça, c'est lui-ci, il a fait. Il y a un immeuble à côté, il y a une sorte de clown. Tu sais, tu as vu ce clown Ouais, qui a oui, un oui, chapeau absolument. et Oui, c'est un oui. mec à la barbe avec un tutu, comme une Ouais. ballerine. Hein, c'est marrant, non? Encore une fois, typique de Venise, ça, c'est le Boule Voilà. Rose. Le boardwalk avec un Muscle Beach qui n'est pas très loin. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin. Alors Et le là, relax. c'est important que je vous le dise à tous là, qui sont à l'écoute, quand vous faites business avec moi, pendant la Comment? saison de la pêche au homard, qui est mon petit hobby, qui est du septembre au mois de mars, eh ben, avec un peu de chance, et je vous aime bien, je vous amènerai à Homarville à la maison de ma pêche. Waouh. Pourquoi pas, hein? Magnifique cette photo. Et pourquoi pas? Oui, et si d'autres préfèrent le couscous, comment tu fais? Comment? Si on préfère le couscous, on fait Alors là, c'est comment? toi, Francky. Là, c'est plus moi. D'accord. C'est moi qui m'en occupe. Moi, je suis le petit breton. Moi, je m'occupe Voilà, des lui il fruits de s'occupe du mer. homard, moi je m'occupe du couscous. Ben, Voilà. parfait. À vous Donc, de choisir. important, avec vos téléphones, faisez un download du guide de l'acheteur. Ça vous donne une idée d'abord comment les contrats se passent, la duration des contrats quand vous faites un achat. Tout ce qui est technique, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un peu boring. L'autre, ça va sur mon website. Vous allez voir ce que je fais, un peu plus d'histoire sur moi. Et voilà. Enfin, voilà, c'est la fin de mon petit speech, Francky. Maintenant, si vous Mais avez des questions, je les on prends. a des questions. Ouais, je voudrais revenir là. Je vous invite. On va rester sur ce slide. Laisse-le, non pas pour le homard, mais Je ne pour touche les pas. QR codes. Ouais, c'est très pratique si vous voulez. Pour ceux qui n'utilisent pas les QR codes, vous ouvrez votre appareil photo sur caméra et vous scannez automatiquement et notez les coordonnées de Marc. On a reçu de nombreuses questions. Comment identifies-tu, Marc, le quartier qui va être le plus adapté aux besoins et au budget d'une famille en règle générale? Eh ben, c'est formidable. Ta question elle est très bonne parce que ça commence avec le budget. Le montant que vous pouvez vous permettre d'investir dans une maison, que ce soit financé. Alors, financé, en général, demande 20% d'apport. Mais si vous arrivez ici sans d'historique de crédit, on va vous demander un peu plus. C'est toujours faisable. On va vous demander d'avoir un peu plus d'intérêt dans le loan. Ça va être dans les 35%. Voilà. Mais Et si vous arrivez avec votre cash, comment? est-ce que c'est le même système pour obtenir un prêt qu'en France, à savoir on va s'assurer que les remboursements ne dépassent pas un tiers de tes revenus? C'est exactement, ça s'appelle le loan to value. Il faut vous regarder vos dettes, les dettes que vous avez et vos revenus mensuels. Donc, c'est assez amusant parce que ce n'est pas basé sur ce que vous avez. Disons, je vous fais un exemple. Je suis propriétaire d'une maison d'1 million de dollars. Je l'ai payée, elle m'appartient. Je vais dans la banque, 1 million de dollars, ça va nulle part. Je vais m'acheter une maison à 500 000 dollars et j'ai besoin d'un prêt, donc je vais mettre 20%. OK? Et le reste, ça va être basé sur mes revenus mensuels. Et si je n'ai pas l'argent que j'ai tous les mois par rapport à ce que je vais devoir sur le mortgage, ça va être très difficile. Alors peut-être si je mets beaucoup plus, si je fais moins que je dois payer, je vais devoir mettre plus d'apport. Encore une fois, ce qui regarde, c'est votre revenu. Donc si vous travaillez pour vous, c'est toujours un peu compliqué. Bon, on a des gens qui s'occupent de ça. Mais quand vous travaillez pour une société, c'est plus simple parce que vous êtes salarié, donc c'est assez stable. Donc, le budget, Francky, pour vraiment répondre à cette question, qui est de temps, c'est là ce qui va vous permettre de décider où vous achetez. Chaque quartier ou le genre de produit. Ça va être une maison, ça va être ce qu'on appelle un appartement, ça va être un condo, ça va être un townhouse.
Exactement. Et à partir du moment où on sait, vous pouvez vous permettre d'acheter, là, on va regarder la communauté qui est la plus appropriée pour vous. Il y a un problème aussi de transit ici. Vous ne voulez pas passer trop de temps en voiture. Vous voulez en général habiter assez près de là où vous habitez. Et si vous avez une famille, si vous avez des enfants qu'on doit mettre dans les écoles, les mettre dans les écoles appropriées. Donc, il y a quand même beaucoup de critères qu'il faut regarder dans le processus. Oui. Et selon l'âge des enfants, bien sûr, et les écoles Exactement. et autres. Exactement. On a une question de Sylvie qui nous demande quels sont les frais et les taxes que je devrais payer lors de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier à Los Angeles. Bon, ce sont des taxes différentes, Sylvie. L'achat et la vente, c'est géré différemment parce qu'à la vente, le vendeur est responsable de payer des taxes de la ville et suivant le quartier, sont différentes. Il y a des frais de négociation, c'est les frais notariales, si vous voulez, de l'escroc. Pardon, refais, il y avait un petit détail là que j'ai oublié déjà. Elle demandait en fait les frais et les taxes qu'elle devra acquitter lors d'un achat ou d'une vente. Donc, les taxes sur les propriétés foncières que vous devez déjà avoir, c'est à 1,1%. Et il y a des petits digits qui vont changer plus tard suivant le quartier de la valeur de la maison. Okay? Tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, d'accord. Donc, c'est un peu plus cher qu'en France. Hein. Oui. Et c'est ça, c'est tous les ans, c'est payable 2 fois par an. C'est tous les 6 mois que c'est payable. Oui, il y a une formule pour se souvenir d'ailleurs du moment où il faut payer. J'avais une formule mnémotechnique, mais dont je ne me souviens pas. Oui, bah, la meilleure formule, c'est que tu as le IRS qui va t'envoyer la note. Absolument, absolument. Comment évaluer le prix d'un bien immobilier, Marc? C'est-à-dire que si il y a une annonce comme ça pour un produit à, on va dire, 2,2 millions, je suppose si tu représentes l'acheteur, tu vas lui dire finalement que cette cotation est plutôt haute, plutôt basse. Alors, on analyse, très bonne question, on analyse par rapport à l'endroit où cette maison va être, disons dans la rue, on va regarder toutes les ventes qui ont été faites, voilà, dans le voisinage. Et il y a 2 sortes d'accès pour ça. Il y a l'accès qui est visible de tout le monde. Encore une fois, tout est visible ici. Vous allez sur Zillow, vous rentrez l'adresse d'une maison, vous allez voir le prix que ça a été vendu. Et donc, par rapport à ça, mais nous, on a un système beaucoup plus efficace, mais aussi on a accès à ce qu'on appelle les deals qui sont faits en cash. Souvent, il y a des deals qui sont off-market, qui ne sont pas toujours enregistrés. Donc, on va dans le registre des taxes, si vous voulez, et là, on retrouve ces trucs. Enfin, donc, on a les informations à la fin de la journée, et par rapport à ce qui a été fait dans les quelques mois antécédents, ça nous permet de dire cette maison est au bon prix ou pas bon prix. Je vous fais l'exemple de la maison sur laquelle on a fait une offre. On savait qu'elle était mise trop basse. L'agent avait fait une énorme erreur à la mettre à ce prix-là. Voilà. On a 2 questions de Ben Moore la première, c'est quel est le meilleur moment pour acheter et y a-t-il un type de bien idéal pour un premier achat à Santa Monica? Alors, 2 bonnes questions aussi. Il y a pas de mauvais moment pour acheter. Vous achetez quand vous devez acheter. Il n'y a pas de saison à Los Angeles. Vous achetez parce que vous avez besoin soit d'investir, soit en général, c'est pour votre qualité de vie. Donc, il y a beaucoup de gens, j'ai des clients, parfois ils disent « Ah, je vais attendre que les taux d'intérêt vont changer aussi. » Encore une fois, les taux d'intérêt changeront toujours. Le produit que vous tombez amoureux, il ne va plus être là. Donc, je dis toujours, achetez pour vous. N'achetez pas un taux d'intérêt, ça ne s'achète pas. C'est un truc qui sera toujours négociable. Donc il n'y a pas vraiment de temps. S'il y a une saison qui est un peu plus forte pour nous, c'est le printemps. Parce que c'est là où les familles bougent beaucoup et doivent faire des engagements pour l'année scolaire à suivre. Donc, c'est peut-être le moment de l'année où on est les plus occupés. Mais autrement, c'est pas saisonnier. Quel est le meilleur produit à Santa Monica? Santa Monica, encore une fois, c'est pour un premier achat. Pour un premier achat, moi, je dis toujours que quand on achète la maison, parce qu'on a le terrain, l'appréciation sera toujours plus importante. Quand vous rentrez dans un système d'appartement qui est peut-être plus facile à acheter et à gérer, ou de townhouse, un townhouse, en général, ce sont 3, 4, 5, 6 maisons développées sur le même terrain. C'est donc des habitations qui partagent les murs, ok? Sauf l'unité de devant et derrière qui, elle, a 3 murs à soi, mais qui partagera toujours un mur. En général, vous avez votre garage en dessous de votre propriété et c'est sur 2, 3 étages. Ça, c'est pas mal aussi pour un premier achat. Moi, je suis pas trop pour les apparts, que ça apprécie, c'est pas terrible. Mais soit vous faites un townhouse ou vous faites vraiment, même si c'est la petite maison,
dans le bon coin, ce sera toujours le meilleur des achats. On a le même langage, hein, ça c'est universel. Location, location, location. Il faut toujours cibler l'endroit. Parce que vous en sortirez toujours. Emplacement, absolument. Voilà. Quel est le délai moyen, nous demande Frédéric, avec QUE à la fin, quel est le délai moyen pour vendre un bien immobilier? C'est difficile comme question. Et quelles sont les stratégies que vous recommandez pour accélérer le processus? Bon, moi je dis toujours, il faut se préparer à l'avance. À partir du moment où vous m'appelez, me dire Marc, j'ai un produit à vendre, est-ce qu'on pouvait se rencontrer? Donc faites votre boulot. Vous voyez plusieurs agents immobiliers, comment ils vont approcher le système. On est tous un petit peu différents, on a tous notre technique, on a tous des recommandations à faire. Donc par rapport à un produit qui a besoin, par exemple, si vous êtes une famille, vous habitez dedans, c'est très difficile de faire des choses tant que vous y êtes, ok? Mais parfois c'est inévitable, on fait avec. Mais on va vous apprendre déjà à commencer à bouger les trucs, à envoyer tout l'encombrement. Préparer la maison le plus possible, que ce soit un petit peu ou beaucoup, comme on a dit, jusqu'au moment de faire du staging, on va faire les peintures et tout ça, c'est valoriser le produit. Le marketing, super important. Dieu merci aujourd'hui, grâce aux plateformes sociaux, le Twitter, l'Instagram, le Facebook, le LinkedIn, etc., on arrive vraiment à publiciser de plus en plus les produits. Donc, ça devient de plus en plus simple. Et puis, on appelle ce qu'on appelle le off-market. Avant qu'un produit, on doit le mettre publiquement pour tout le monde, on commence déjà à en parler aux gens. Donc, on a plusieurs plateformes où on peut se parler entre nous et souvent, beaucoup de deals, justement, sont faits avant d'être officialisés. Alors, si vous venez de nous rejoindre seulement depuis quelques minutes, d'abord, je souhaiterais vous dire que Marc de Longeville n'est pas un vendeur de homards, comme on pourrait le croire sur cette slide. C'est notre expert immobilier qui nous a accordé près d'une heure aujourd'hui pour échanger sur cette problématique, acheter de l'immobilier, un bien immobilier à Los Angeles. Il nous reste quelques minutes et j'ai 3 questions. Marc, on va essayer d'y répondre avant de nous quitter. Okay. Comment gérez-vous les négociations pour obtenir le meilleur prix possible pour défendre mes intérêts? Pour avoir le meilleur prix possible, bon, c'est avoir le plus d'informations possible sur le vendeur, savoir quel prix il a acheté, s'il a investi de l'argent dedans, s'ils ont mis beaucoup d'argent. Encore une fois, regardez quel est le prix, est-ce qu'elle a mis un bon prix. Par rapport à ça, on sait déjà où on peut aller sur la négociation. Aussi la compétition. On est combien à rentrer dans cette... Si on est beaucoup, et on va être obligé d'aller un petit peu plus haut. Donc, tout est basé sur l'information, communiquer avec l'agent de l'autre côté, vraiment communiquer. Moi, parfois, je reçois des offres sur des maisons que je vends. Les agents ne me passent même pas un coup de fil. C'est qu'ils bougent du papier, c'est vraiment, ils perdent leur temps. Ils ne représentent pas leurs clients. Représenter un client demande il faut creuser, il faut vraiment creuser pour avoir toutes les informations et d'être le plus informé et vraiment avoir une offre qui marche. Next. Quels sont les principaux défis auxquels je dois m'attendre lors de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier à Los Angeles? Wow, ça, c'est une question un petit peu pas facile. Là. Les défis, ouais. Les défis, c'est toujours, il faut être préparé il faut d'abord être bien accompagné. Encore une fois, je le répète, il faut être en association avec un agent que vous allez avoir confiance qui va vous représenter à 100%, okay? Qui ne va pas couper les coins. Il faut que vos finances soient en place. Soit si vous avez un financement, il faut le bosser à l'avance. Commencez pas à faire du shopping si vous n'êtes pas prêt. Vous allez perdre votre temps. Vous allez tomber sur une maison géniale, je la veux. Vous n'allez pas être prêt. Parce que les gens qui sont votre compétition, elle est déjà prête. Donc ça, pour l'achat, c'est le premier truc. Pour la vente, pareil, je l'ai déjà dit, il faut préparer le produit. Et une fois que c'est bien en vente, ça va très vite. On sait très rapidement. Si dans les 2 premières semaines, je n'ai pas de coup de fil, je suis de 12 à 14% au-dessus du prix. Si j'ai 5 visites, mais je n'ai rien qui suit après, dans la même semaine, je suis entre 6 à 8%. Ça, c'est des chiffres qu'on connaît, c'est des chiffres de l'Association nationale des agents. On les connaît, ces chiffres, c'est scientifique. Donc, c'est rapide, on peut s'ajuster. Et un client qui ne veut pas s'ajuster, il va s'asseoir sur son produit très longtemps. Next question. Et une dernière question de Philippe, une question qui sent le vécu. Il nous demande, c'est intéressant, comment et à quelle fréquence communiquerez-vous avec moi tout au long du processus d'achat ou de vente? Oh là là, j'arrête pas. La communication est constante à tous les niveaux. Avec le client, c'est très important. On est dans un mariage. On communique tout le temps sur ce qui se passe, ce que vous devez faire, ce que je dois faire, etc. Vous avez vos inquiétudes. Alors, on en est où? Moi, je communique sans arrêt avec, si vous avez un prêt bancaire,
Je suis sans arrêt tous les jours avec votre agent qui vous représente. Je suis tous les jours avec l'escroc pour être sûr que tous les papiers sont bien faits. Je suis tous les jours au téléphone avec le vendeur. Et c'est vraiment un métier de communication. Je peux pas, c'est énorme. On n'est pas sur le côté à regarder les choses peuvent passer. On est dedans, comme dans la piscine derrière moi, on rentre dedans. Magnifique, magnifique. Ce webinaire touche à sa fin. Tu as mis l'accent sur la partie communication marque et on l'a senti depuis le début puisqu'on n'a quasiment pas vu cette heure défiler en ta compagnie. Il y a une expertise, il y a une présence, il y a une connaissance de la ville comme peu de gens. Après 38 ans, on peut dire que tu connais les ins and outs de Los Angeles et de son environnement. Merci.